Bonjour à toi, curieuse, curieux. Bienvenue dans cet épisode numéro 20 de Frenchling. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber amoureux ou amoureuse d'un pays tout entier? Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le Mexique. Entre lui et moi, c'est une grande histoire d'amour. Un pays que j'aime profondément. Un pays où j'ai passé énormément de bons moments. Un pays qui m'a adoptée et où très vite, on m'a considérée comme l'une des leurs. Un pays charmant, divers et chargé d'histoire. Et quand je dis histoire, j'inclus aussi et surtout l'histoire préhispanique, celle des civilisations de Mésoamérique qui ont toujours existé et dont la culture persiste encore aujourd'hui. Les langues sont encore là, les rituels et les traditions aussi. Je ne parle pas que des ruines, bien sûr. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi au Chiapas, un État inclus aux États-Unis du Mexique en 1824 suite à un référendum et qui appartenait auparavant au Guatemala. J'ai passé 2 mois à San Cristobal de las Casas, l'une des villes les plus connues de la région. Perché à plus de 2100 mètres d'altitude, l'air y est frais, un vrai changement après la chaleur de Oaxaca. Le Chiapas, c'est la région la plus pauvre du pays, mais c'est aussi celle où vit le plus de population autochtone. La ville est magnifique, perchée au haut d'une montagne parfaite pour fuir la saison sèche qui avait déjà commencé à frapper Oaxaca, où j'avais passé les 2 mois précédents. Mais ici, l'ambiance est complètement différente. Dans presque chaque bar, dans chaque librairie, le drapeau palestinien et cuir y sont accrochés. C'est une ambiance militante où l'on parle beaucoup d'autodétermination des peuples, des droits des femmes et d'autonomie. Un endroit qui ne baigne pas dans l'hypercapitalisme et où les gens donnent un vrai sens au mot communauté. Tout ici semble alternatif et j'adore. Si vous vous demandez toujours pourquoi c'est normal, depuis les années 90, cette zone a été reprise par les zapatistes. Peut-être en as-tu déjà entendu parler. Ce mouvement né en 1994 est porté par des paysans et paysannes, en grande majorité d'origine maya, le visage caché derrière leurs fameuses cagoules noires, qui ont pris les armes pour dire stop à la pauvreté et la confiscation de leurs terres. C'est un mouvement révolutionnaire armé qui a décidé de s'opposer au régime en place et de reprendre ses terres. Leur devise, la terre appartient à celles et ceux qui la travaillent. C'est à mon avis le seul mouvement révolutionnaire qui ait vraiment marché. Et contrairement à beaucoup d'autres, les femmes y occupent une place centrale. Une coïncidence, je vous laisse juger. Je pense par exemple à la commandante Ramona, l'une des figures du mouvement, ou encore à la loi révolutionnaire des femmes, votée par les zapatistes elles-mêmes dès 1993. À 40 minutes en voiture de San Cristobal se trouve Chamula, une petite ville qui compte un peu plus de 75 000 habitants et qui est très différente de tout ce que j'ai pu voir au Mexique. Ici, on est dans le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de 2 religions différentes, entre la religion maya et la religion chrétienne. Et ce mélange est si fort qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'habitants de Chamula parlent le tzotzil, une langue maya qu'on retrouve aussi à San Cristobal. C'était ma 2e fois dans cette ville, mais cette fois, j'ai décidé de prendre un guide parce qu'il faut connaître quelqu'un de l'intérieur pour vraiment comprendre ce qui s'y passe. Premier arrêt, le cimetière. Au premier abord, rien de très différent, des tombes et une croix sur chacune d'elles. Pourtant, ces croix n'ont rien à voir avec la religion chrétienne. Elles étaient déjà là, des milliers d'années, avant l'invasion des chrétiens espagnols sur le territoire. D'ailleurs, sur une seule tombe, on pouvait trouver plusieurs croix parce que des membres de la famille sont enterrés ensemble. Le guide nous explique qu'ici, les croix ont une autre signification. Elles permettent aux morts de se reconnecter, elles servent de lien entre la terre et le ciel. Elles représentent les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre, ainsi que l'arbre de vie. Et ça n'a absolument rien à voir avec la crucifixion chrétienne. Dans les croyances mayas, du moins chez le peuple tzotzil,
Le concept de paradis et d'enfer n'existe pas vraiment, ni même celui du bien et du mal d'ailleurs. La mort y est célébrée comme un passage joyeux, contrairement à nous, qui pleurons nos morts, ici, on les célèbre avec des danses et de la musique. C'est un rituel pour accompagner le défunt. Et les temples Tzotzil se distinguent par un code couleur très précis qui indique l'âge du défunt au moment de sa mort. Le blanc pour les enfants, le bleu et le vert pour les adultes et le noir pour les personnes âgées, pour les anciens. J'étais contente d'être avec un guide. Il nous a expliqué l'histoire, mais aussi comment nous comporter pour ne pas déranger les familles qui étaient sur place. Il y avait une montagne de petits détails à connaître, des détails auxquels je n'aurais jamais pensé une seule seconde toute seule. Par exemple, il est interdit de prendre des photos, sous peine de se faire arracher le téléphone ou l'appareil photo des mains. La croyance dit que les habitants craignent de rester coincés dans l'image pour toujours. Le guide nous a dit qu'on pouvait photographier le cimetière, mais qu'il fallait éviter les photos des gens et surtout pas dans l'église. En revanche, marcher sur les temples, ça c'est ok, c'est pas un problème. Les gens ne trouvent pas ça du tout offensant. Comme quoi, tout est relatif dans la vie. Il nous raconte aussi l'histoire de l'église qui se trouvait face au cimetière. Après le tremblement de terre de 2017 qui a frappé la région, cette église a été particulièrement détruite. Elle est aujourd'hui abandonnée. Les saints qui la représentaient sont punis par les habitants. Ils n'ont plus droit aux offrandes parce qu'ils n'ont pas su les protéger de la catastrophe. L'église n'a jamais été reconstruite et, d'après ce que j'ai compris, ne le sera pas d'ici tôt. Après le cimetière, direction l'église principale qui se trouve au centre-ville. J'y étais déjà allée il y a 3 ans, donc en théorie, rien d'inhabituel pour moi. Et pourtant, tous les là encore, impossible de prendre des photos. Je t'invite vraiment à en chercher sur internet. Tu en trouveras facilement, je pense. On paie 50 pesos l'entrée, à peu près 3 dollars et on entre. On se met dans un coin et le guide nous laisse 2 minutes pour observer ce qui se passe autour de nous, avant de nous raconter l'histoire. Cette église ne ressemble à aucune de celles que j'ai pu voir. Ici, la première chose que l'on remarque, c'est l'absence de bancs. Des feuilles sèches et des aiguilles de pin recouvrent entièrement le sol comme un immense tapis végétal. L'odeur de cire et de résine flotte dans l'air, mêlée à la fumée des bougies et du copal, un encens, une odeur que je n'ai jamais sentie dans une église, du moins. Les gens sont assis par terre, ils prient, ils allument des bougies, des bouteilles de poche, l'alcool local et des boissons gazeuses, surtout une que j'ai vraiment pas envie de nommer parce qu'elle a pollué toute l'eau dans la région, sont posées sur le sol. Pendant que j'étais là, un groupe de personnes est entré en file, 2 par 2 avec des tambours. Une petite fille portait une grande boîte presque aussi grande qu'elle. Après quelques minutes, on en sort un poulet à qui on brise la nuque et qu'on sacrifie. Notre guide nous explique pourquoi les gens viennent ici. Pour chercher la chance, un remède contre une maladie, ou même pour espérer trouver l'amour ou la fortune. Ici, on commence toujours par le rituel et c'est seulement en dernier recours qu'on va voir un médecin. Parce que eux, ils ont leur propre médecin. L'atmosphère est vraiment unique. C'est tellement différent de tout ce que je connais. On nous explique aussi qu'ici, la police nationale n'a pas vraiment d'autorité. Ils ont leur propre police locale, les punitions sont sévères et il vaut mieux ne pas tomber entre leurs mains et encore moins aller dans leur prison. Le Mexique accorde une autonomie totale aux populations autochtones qui peuvent s'auto-gérer selon leurs propres lois. Mais avec la prédominance des sociétés patriarcales dans le monde, Chamula n'y échappe pas. En effet, si les Mexicaines ont obtenu leur droit de vote en 1953, la réalité de certaines régions est bien différente. Ici, les rôles sont très codifiés. Les femmes n'ont pas vraiment de place dans la sphère politique et le poids des coutumes peut être lourd à porter. La répartition des rôles est très genrée. Les hommes sont généralement actifs dans les travaux agricoles ou dans un emploi salarié, tandis que les femmes se consacrent au tissage, à l'éducation des enfants et aux tâches domestiques. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec les femmes qui vivent à Chamula.
Donc, je préfère ne pas trop m'attarder sur ce sujet. J'aurais aimé que ce soit elle qui en parle et pas moi. Mais des historiens en parlent et des mouvements comme le soulèvement zapatiste dans les années 90 ont mis en lumière les inégalités que les femmes vivaient au sein même de leur propre communauté. Et c'est peut-être ça le plus frappant. D'un côté, un mouvement où les femmes ont écrit leurs propres lois, de l'autre, des communautés où leur place reste encore à conquérir. Voilà pour ce voyage entre San Cristobal et Chamula, deux endroits proches géographiquement, mais si différents de leur manière de vivre, de croire et de s'organiser. Le Chiapas, c'est un endroit où plusieurs mondes se surposent. Le monde maya, Tzotzil, le monde postcolonial très influencé par le christianisme et le monde révolutionnaire des zapatistes. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de visiter un endroit où tu as eu l'impression de changer complètement d'époque ou même de monde en quelques minutes? Dis-le-moi par message ou par commentaire. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de French Lang.